Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être ici. Et comme toujours, un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur Substack, ici sur YouTube, sur Patreon ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. L'Union européenne fait face à une réalité difficile. Son accord commercial avec les États-Unis, le même accord commercial qu'Ursula von der Leyen a conclu avec Donald Trump en Écosse il y a environ un mois, ne va pas évoluer en un véritable accord de libre-échange réciproque et conforme à l'OMC. En d'autres termes, il est impossible à réaliser. L'UE en est consciente. Et désormais, les responsables européens admettent publiquement ce que de nombreux initiés soupçonnaient depuis longtemps, que cela n'a en réalité jamais été envisagé. La principale responsable du commerce de la Commission européenne, Sabine Weyand, a clairement indiqué dans des déclarations récentes que Bruxelles devrait cesser de faire semblant de viser un accord de libre-échange global. Selon Politico, d'après elle, si l'UE demandait à Washington d'accepter de transformer l'accord actuel en un accord pleinement conforme à l'Organisation mondiale du commerce, la réponse serait, selon ses propres mots, un non retentissant. Cette déclaration est bien plus qu'un simple rappel à la réalité. C'est un moment politique majeur. Car ce que l'UE a entre les mains, c'est un arrangement de fortune qui ne respecte pas les normes de l'OMC, n'assure pas la réciprocité et ne reflète certainement pas l'engagement officiel de l'UE en faveur d'un ordre commercial fondé sur des règles. Un engagement qu'elle, soyons honnêtes, adapte à sa guise. C'est ce même engagement qu'elle prétend défendre, car tout en recourant simultanément à la coercition économique pour servir ses propres intérêts politiques. Au cœur du problème se trouve le cadre même de l'OMC, dont nous parlerons dans un instant, ainsi que le simple fait que l'UE n'a jamais acheté pour 600 milliards de dollars de ressources énergétiques aux États-Unis. On en est très loin. Ce chiffre a été inventé de toutes pièces. Même Ursula von der Leyen le savait, et c'est précisément pour cette raison qu'elle est revenue sur ses propos seulement 2 jours après avoir serré la main de Trump en Écosse. En outre, l'UE invoque désormais un article précis du cadre de l'OMC, l'article 24, je crois, qui permet aux pays d'éliminer les droits de douane entre eux. L'UE est de plus en plus mécontente de l'accord, notamment parce qu'il supprime les droits de douane européens sur une série de produits industriels et de voitures américains, mais il s'agit d'une affaire à sens unique. Il n'y a pas de mesure équivalente de la part de Washington et il n'y en aurait pas. Et c'est là que les choses commencent apparemment à se dégrader. Bruxelles cherche désormais à poursuivre les discussions avec Washington, mais les critiques se demandent comment l'UE peut-elle défendre les règles de l'OMC alors qu'elle les enfreint par commodité politique. Pour l'Europe, la relation avec les États-Unis est complexe. L'Europe dépend entièrement des garanties de sécurité américaines, alors qu'elle cherche à continuer de financer la guerre par procuration de l'Occident en Russie. Il existe une réticence très claire parmi les dirigeants européens à défier publiquement les tactiques commerciales de Trump, de peur d'affaiblir le soutien militaire américain. Et comme nous le savons, les États-Unis sont l'OTAN. Et l'OTAN sans les États-Unis ne survivrait tout simplement pas. Elle n'existerait pas à long terme. Ainsi, Bruxelles semble peu disposée à prendre des risques lorsqu'il s'agit de négociations commerciales avec Trump. Nous sommes connus comme des négociateurs coriaces et des faiseurs de deals. Et juste. Et juste. Et ce qui se trouve devant nous, c'est moins important. Si nous réussissons, je pense que ce serait le plus grand accord que chacun de nous ait jamais conclu. Monsieur Trump proposait un taux de droits de douane inférieur à 15% pour lui-même. Par inférieur, j'entends plus bas, oui. L'accord avec l'Écosse lui-même a été présenté par Trump comme une victoire stratégique. Il l'a célébré. Lors de l'annonce,
von der Leyen a reconnu qu'il existait un excédent entre l'UE et les États-Unis. C'était bien sûr un sujet très sensible politiquement pour Trump. Cette admission a donné à son administration exactement ce dont elle avait besoin, une victoire. Dans les jours qui ont suivi, l'équipe commerciale de Trump a déclaré que les États-Unis étaient en train de construire un nouveau système commercial mondial. Un système fondé non pas sur le multilatéralisme, mais sur des accords stratégiques et transactionnels. Jameson Greer, un haut responsable du commerce sous Trump, est allé jusqu'à dire que le cadre de Thornberry posait les bases d'un nouvel ordre. Mais, pour être honnête, cela semble n'être que de la rhétorique, sans aucune substance. Le monde a déjà rejeté ce niveau intense de protectionnisme et de transactionnalisme, et le Sud global s'est uni pour y faire face. Ainsi, ce nouvel ordre, selon les propres mots de Greer, était mort-né. De manière générale, les économistes avertissent que l'approche purement transactionnelle de Trump en matière de commerce mondial affaiblit en réalité les principes fondamentaux de l'OMC, à savoir la réciprocité et la non-discrimination. L'accord actuel ne répond à aucune des deux exigences, et il est tout à fait évident que personne ne peut prétendre le contraire. Les États-Unis n'ont pas fait de concessions équivalentes, et l'UE, en offrant un traitement spécial aux États-Unis, viole la règle de la nation la plus favorisée, le principe selon lequel tout avantage accordé à un membre doit être étendu à tous les autres, sauf s'il s'agit d'un accord commercial complet et large. Au final, le dilemme de l'UE est d'ordre stratégique. Doit-elle préserver la relation avec les États-Unis à tout prix, en tant que garantie de la protection militaire et du financement américain, ou ose-t-elle seulement envisager de résister au risque de subir des répercussions politiques avec Trump? De toute évidence, l'UE a déjà perdu une grande partie de sa souveraineté au cours des dernières années, au point de ne plus voir être perçue comme un L'Europe n'est plus la priorité absolue des États-Unis. La priorité des États-Unis, c'est d'abord eux-mêmes, ce qui est normal et juste. Leur deuxième priorité, c'est la Chine. Et pour le reste, ça dépend du moment. Ils sont un partenaire extrêmement loyal et fiable sur l'Ukraine. Est-ce que cela va durer? Je ne sais pas. Mais soyons clairs. En même temps, en Afghanistan, nous n'avons pas été prévenus à l'avance. Pour l'accord AUKUS en Australie, je n'ai pas été prévenu à l'avance. Mais c'est pas un reproche. J'essaie d'être lucide. L'UE n'est pas la priorité des États-Unis. Et c'est pourquoi une partie de la prise de conscience que nous vivons et une partie de ce que nous devons complètement repenser concerne notre stratégie de défense et de sécurité. Nous faisons partie de l'OTAN. Cela ne se discute pas. Nous sommes de solides alliés des États-Unis. Cela ne se discute pas. Mais nous devons réduire les risques liés à notre modèle par rapport à l'agenda américain. L'inconvénient de ce dilemme, c'est que le système économique mondial et le commerce international deviennent de plus en plus fragmentés, ce qui risque de nuire aussi bien aux économies émergentes qu'aux nations développées. Alors que l'UE reconnaît que l'accord commercial entre les États-Unis et l'UE est impossible, nous attendons encore de savoir comment Washington va réagir. Restez connectés, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette brève mise à jour vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de me suivre sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives. Passez une excellente journée. À bientôt. Have a wonderful rest of your day. Bye for now.